grâce à Claire Colombie, ce soir, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous continuons à lever le voile sur des mensonges bien établis dans notre cursus scolaire depuis le plus jeune âge. Donc nous levons le voile sur ces mensonges, merci Claire. Et de plus, nous précisons un petit peu pourquoi, nous préciserons à travers les propos de Claire, donc pourquoi Terre et Famille prend ses racines sur ce socle, sur cette base sûre qu'est le Moyen-Âge. Comme on se plaît à dire avec Elisabeth, on peut se sentir très proche du Moyen-Âge et aimer s'en inspirer, et pour autant être aussi pour l'anesthésie chez le dentiste. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Ce que nous aimons dans le Moyen-Âge, c'est que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le sexe ou la dépravation qui occupe la sphère publique, c'est l'esprit, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc merci Claire pour cette soirée, et nous vous mettons sous la protection bien sûr de la très sainte Vierge Marie. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse d'être à Briand ce soir. Merci. Je suis historienne, donc j'ai travaillé sur l'histoire. Si vous allez dans une faculté et que vous prenez des cours d'histoire, on va diviser notre espace, l'espace européen méditerranéen, en 4 périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne et la contemporaine. D'accord ? Donc, l'Antiquité, Sumer, Babylone, jusqu'aux Romains. On va commencer le Moyen-Âge à la chute de Rome en 476. On va mettre 1000 ans de Moyen-Âge dont on va dater la fin ou en 1453, fin de la guerre de 100 ans, ou en 1472, découverte de l'Amérique. Puis alors 1453, chute de Constantinople, et 1472, prise de Grenade. On va rentrer dans la période moderne jusqu'à la Révolution française, et à partir de la Révolution française, on va appeler ça la période contemporaine. Donc, il y a des débats infinis sur faut-il placer les dates à cet endroit, voilà, comment est-ce qu'on coupe cette période, et tout l'enjeu du débat, ce sont sur les critères qui font qu'on coupe ces périodes. Donc moi, je vais commencer avec une définition. La définition du dictionnaire, donc du Centre national des ressources textuelles et lexicales, hein, c'est ce que vous pouvez trouver sur Internet, et c'est vraiment le top du top au niveau des définitions. Donc, le Moyen-Âge, période historique commençant au 5e siècle après Jésus-Christ avec l'effondrement et le morcellement politique de l'Empire romain, et s'achevant vers le 15e siècle avec l'essor de la Renaissance italienne, la naissance des nations modernes et la découverte des nouveaux continents. Donc on est totalement dans ce que je viens de vous dire. Mal défini dans le temps, le Moyen-Âge traditionnel l'est encore plus par son nom même. Celui-ci évoque l'idée d'une transition, d'une plage sombre entre deux sommets, d'un affaissement entre culture antique et culture classique. Donc le haut Moyen-Âge du 5e siècle jusqu'au 11e siècle, est le seul terme auquel le Moyen-Âge puisse s'appliquer, puisqu'il s'agit d'une période intermédiaire entre deux grandes civilisations. C'est-à-dire que le Moyen-Âge est une période intermédiaire entre l'Antiquité et la moderne, et à l'intérieur de ce Moyen-Âge, vous avez une autre période de transition, à l'intérieur de la période de transition. Donc ça fait quand même une transition de 1000 ans. Ça fait quand même un petit peu long pour se retourner, moi je trouve. Et la deuxième définition qu'on va vous donner, c'est Moyen-Âge occidental ou Moyen-Âge classique, civilisation qui s'est développée en Europe, caractérisée essentiellement par le féodalisme et l'hégémonie de l'Église. Alors là, je voudrais que vous mettiez ça de côté. C'est caractérisé par le féodalisme, ce n'est pas la féodalité. Le féodalisme, c'est-à-dire, c'est une économie, l'économie féodale, hein, le isme veut dire ceci, et l'hégémonie de l'Église. Et ma troisième définition, qui est pour moi ma préférée, période d'arriération et d'obscurantisme marquée par la guerre et les fléaux sociaux. Donc, je ne sais pas quels pouvaient être les fléaux sociaux du Moyen-Âge, mais voilà, c'est la définition officielle du dictionnaire. Et à côté, je vais vous donner la définition donc, de la période moderne, donc celle qui vient juste après. L'idée dominante pour le locuteur est celle de présent ou de proche passé, d'accord, et qui refuse, et d'un point de vue moral et philosophique, la période moderne, c'est qui refuse les croyances fondamentales, les valeurs établies, qui vit dans le doute, qui cherche des réponses et des interrogations. Cet esprit de conciliation, donc excusez-moi, c'est une définition. Donc voilà, c'est la définition de l'homme moderne, d'accord. Donc
qui s'est affranchi de la morale traditionnelle et qui vit à sa guise. Donc vous avez un Moyen-Âge pas défini, âge moyen de transition, et après vous avez la modernité. Donc le terme a été inventé par un certain Christophe Keller, qui signait ses ouvrages Cellarius, qui écrivait des traités de grammaire. Donc c'est un humaniste du XVe, et il a écrit en latin Medievum Aevum dans un contexte littéraire et grammatical. En fait, il parlait de la langue, donc il parlait du latin moyen par rapport au latin de Cicéron, l'antique, et au latin qu'on parlait au moment des humanistes. Donc c'est pas du tout historique, c'est grammatical. On va le retrouver sous la plume des humanistes italiens, et c'est vraiment au moment de la Restauration, c'est-à-dire les années 1820-1850, que le terme Moyen-Âge va se former en tant que période historique définie, donc dans les bases que je vous ai données. Aujourd'hui, dans notre société, le Moyen-Âge, il a deux aspects. Il a un aspect positif, fantasmé. Donc, depuis le romantisme allemand, les opéras de Wagner qui nous parlaient de Perceval et ces opéras remplis de Valkyrie et toute cette peinture de ce qu'on a appelé le néo-gothique et le romantisme allemand, on a un espèce de Moyen-Âge de légende. Donc aujourd'hui, c'est la base de beaucoup de jeux vidéo, de beaucoup de contes pour enfants, et on a un Moyen-Âge avec des trolls, des orques, des elfes neurasthéniques, des dragons qui crachent le feu, voilà, un espèce de Moyen-Âge fantasy. Et on a un aspect politique et social qui est extrêmement négatif, avec des mots qui sont associés au Moyen-Âge, donc barbare, violence, obscurantisme religieux, massacre des cathares, massacre des sorcières, on a brûlé des Templiers, on a oppression des Juifs, servage, esclavage, inégalité. Donc là, vraiment une espèce de... on se croit revenu au Moyen-Âge. Par exemple, souvenez-vous, quand on parlait de l'Afghanistan, on disait que les seigneurs de guerre talibans, c'était vraiment l'horreur et que c'était un système qui était médiéval, où on utilisait on associait cette forme politique au Moyen-Âge. Donc, c'est la seule période des 4 dont je vous ai passé qui est entachée à ce point d'une légende noire. D'accord ? La Renaissance, donc ce que le public connaît sous le terme de Renaissance du 16e, enfin du 15e et du 16e, 17e siècle, c'est quand même la période qui a vu la plus grande guerre civile de l'Europe entre catholiques et protestants. La folie de la chasse aux sorcières est le plus grand génocide de l'histoire en termes de nombre, avec la dévastation du continent américain, mais il continue à jouir quand même dans le public, il y a un progrès qui est en marche, quoi. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, et on marche vers le progrès. Donc, il n'y a que des historiens médiévistes qui ont écrit des livres pour dénoncer les mensonges sur le Moyen-Âge sur toute la période. C'est-à-dire des historiens qui ont écrit des livres pour dénoncer des mensonges qui couraient sur quelque chose de particulier, un personnage historique qu'on aurait dénigré, ou une période, je sais pas, par exemple la Saint-Barthélemy ou ce genre de choses, ça existe. Mais il n'y a que les historiens médiévistes qui ont été obligés d'écrire des livres pour dire tout le Moyen-Âge dans son entier, ce qu'on vous raconte, c'est pas ça. Donc vraiment, mon travail est inspiré de Régine Pernoud, et notamment ses ouvrages Lumière du Moyen-Âge, Beauté du Moyen-Âge, et pour en finir avec le Moyen-Âge, évidemment. Ensuite, Jacques Herz, Le Moyen-Âge, une imposture, et aussi les travaux qui avaient beaucoup inspiré Régine Pernoud de Gustave Cohen, qui avait écrit La grande clarté du Moyen-Âge. C'est pour ça que Régine Pernoud avait écrit son livre qui s'appelait La lumière du Moyen-Âge, qui lui était un passionné d'art et de culture médiévale. Donc c'était pas un historien, c'était un féru, ou peut-être un historien de l'art. Enfin, il a beaucoup écrit sur la littérature médiévale, sur les cathédrales. Donc, je vais commencer avec la Renaissance et l'humanisme. Donc, encore vous lire une définition du dictionnaire, c'est bon. Action de renaître, nouvelle naissance, régénération spirituelle, le fait de retrouver, d'être rendu à nouveau à un état antérieur. Donc, et d'un point de vue historique, c'est un modèle social et culturel qui est fondé sur le retour au modèle de l'Antiquité. D'accord ? La fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, c'est un problème. Moi, je n'ai toujours pas compris quand est-ce que ça commence. Parce que Dante, donc l'auteur italien de la Divine Comédie, qu'on considère comme un des pères de la langue italienne, il est né en 1265 et il est mort en 1321. Pétrarque, qu'on considère comme un humanisme, il est né en 1304, et Boccace, il est né en 1313. Donc si je vous fais des comparaisons, Dante, il est né sous le règne de Saint-Louis. Donc ça veut dire qu'on rangerait Saint-Louis dans les débuts de la Renaissance. Et Pétrarque, il est né avant l'arrestation des Templiers,
Donc on était sous le règne de Philippe le Bel. La guerre de 100 ans, elle commence en 1337 et Jeanne d'Arc, elle est née en 1412. Donc Jeanne d'Arc, c'est vraiment le Moyen-Âge avec son armure, c'est vraiment l'image d'Épinal du Moyen-Âge. Elle est née plus de 100 ans après les humanistes italiens. Donc déjà, on a un problème de flou par rapport à cet humanisme. Alors depuis, maintenant, ils parlent du Quattrocento italien, c'est-à-dire les années, le XIVe siècle italien, pour dire que ça a commencé plutôt en Italie. Le terme de Renaissance, Rinascita, il a été forgé par Vasari, un Florentin en 1550 pour parler de cette période. Et alors c'est un ouvrage incroyable qui s'appelle « La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes » dans lequel il n'y a que des Florentins, qui est un ouvrage d'un chauvinisme assez exacerbé. Et surtout, ce terme ne s'applique qu'à l'art et à la culture. Donc les mouvements humanistes qui vont commencer en Italie, alors que c'est le plein Moyen-Âge dans le reste de l'Europe, ils s'inscrivent dans des constructions étatiques. Les historiens et les scientifiques du Moyen-Âge, ils ont une vision universelle de l'histoire et de l'art. Et les humanistes, ils ont une vision nationaliste. Et ils cherchent vraiment à circonscrire leur histoire et leur culture dans un espace national ou un espace urbain pour les Italiens qui se situent à Venise, à Florence, dans les villes italiennes. Et surtout, ils veulent revenir à l'Empire romain. C'est-à-dire qu'ils sont sur les modèles, ils sont sur les modèles romains, et comme les Romains sont sur les modèles grecs, il y a cette espèce de volonté de renaissance. Et donc le mouvement humaniste, il est vraiment italo-centré, voire même florentino-centré, ultra élitiste, et ils ont un mépris absolu de la langue vulgaire, du latin de Metz. Ils veulent revenir au culte de Cicéron, enfin du latin de Cicéron, ce qui est très marrant parce qu'ils reprochent à l'Église d'avoir fait tomber la langue qu'elle n'a plus sa beauté d'antan, et ils veulent revenir à la vraie racine de la langue, alors que si on parle encore latin à cette époque, c'est bien parce qu'elle est langue liturgique. De même que si on connaît encore le grec, c'est parce que c'est la langue liturgique des orthodoxes. Donc c'est vraiment leur faire un mauvais procès, puisque si cette langue est encore parlée, c'est bien qu'elle a une utilité, sinon plus personne ne parlerait le latin ou le grec en Europe. Et ils décident que les canons de beauté, c'est grec et romain. Et le mépris des Florentins pour tout ce qui n'est pas, pour tout ce qui est transalpin, il est sans borne. Et c'est eux qui ont inventé le terme de gothique, d'accord ? Le gothique, ça naît en Île-de-France au XIIe siècle. Ça n'a aucun rapport avec les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths. Et ça veut dire, c'est cet art biscornu, bizarre, de l'autre côté des Alpes. Et ils décident que les canons de beauté, c'est grec et romain. Parce que du coup, l'Empire romain, il a pris sa naissance en Italie. Donc en fait, dans ces États qui sont en train de naître, ils veulent que l'Italie, l'État italien qui est en train de naître, soit en ligne directe de l'Empire romain. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que les humanistes vont faire école, et puis il va y avoir des humanistes en France, il va y avoir des humanistes en Allemagne. Et alors là, le débat, ça va être de savoir qui a récupéré l'imperium romain. Et de là va naître la fameuse discorde sur Charlemagne, à savoir, est-ce qu'on range Charlemagne dans l'histoire, enfin dans le roman national français, ou est-ce qu'on range Charlemagne dans le roman national allemand ? Parce qu'il est impossible pour eux de dire Charlemagne était l'empereur d'un empire qui s'étendait sur un territoire qui depuis a été morcelé. Non, il faut le faire rentrer dans une histoire nationale. Donc l'idée que l'Antiquité a été oubliée est un mensonge, mais d'une malhonnêteté d'un point de vue intellectuel. La création des universités au XIIIe siècle en Europe, c'est simple. Pour tout ce qui est science, c'est Aristote. Pour tout ce qui est médecine, c'est Galien et Hippocrate. Et on lisait Horace, Ovide, Sénèque et Cicéron. Et le plus populaire, c'était Virgile, puisque sa prose portait sur les bucoliques, la campagne. Les œuvres des troubadours font constamment référence au bouillant Achille, à l'Iliade ou à Alexandre le Grand. Et là, donc je ne comprends pas à quel moment est-ce qu'on a oublié l'Antiquité. Ce n'est pas vrai. Et surtout, qui c'est qui a permis que la transmission de cette mémoire se fasse ? C'est bien les copistes qui ont écrit dans leur scriptorium et qui ont transmis ce matériau. En fait, ce qui va être reproché
à l'époque de ceux qui s'appellent les humanistes contre la scolastique, contre les clercs, c'est la perte de la forme par rapport au sens. En fait, aujourd'hui, par exemple, moi j'ai enseigné, c'est très difficile de faire lire aux élèves Rabelais, par exemple, ou La Princesse de Clèves, parce que la langue, elle a bougé, et aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Et les copistes ont, même au niveau du latin, ils ont privilégié le sens à la forme. Donc en fait, comme eux, ce qu'ils voulaient, c'était transmettre. Si on bougeait un peu le sens, parce que l'important, c'était d'être compris. Alors qu'aujourd'hui, on vit encore dans ce monde-là, ce serait criminel de changer Rabelais ou ce serait criminel de dire on ne comprend plus du tout ce passage de Victor Hugo, nous allons le réécrire. Pour nous, ce serait l'artiste a écrit quelque chose, il faut que ça reste figé dans le marbre, on ne peut pas changer les virgules. L'homme médiéval, il pense pas comme ça. Il faut transmettre, et pour transmettre, il faut être compris. Alors s'il faut changer, et c'est très marrant, les copistes prennent des libertés avec les textes, des fois ils disent « Oh, ça, ils répètent quand même beaucoup, hein. On va l'écrire qu'une seule fois, c'est bon, on a compris ce qu'il voulait dire. » Vraiment, c'est une autre manière de penser dans lequel le sens, il prévaut sur la forme, et surtout parce qu'il faut qu'il soit compris par tous. Alors que quand il faut comprendre le latin de Cicéron et le grec et avoir tout lu, et bien évidemment, les humanistes, ils se placent dans une culture élitiste, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, parce que le latin de Metz, on comprend quand on va à la messe, les gens ont des petites bases de latin, mais avant de parler le latin de Cicéron, voilà, il faut quand même rien avoir à faire et être un humaniste qui est payé gracieusement, grâce au mécénat par les princes. Et donc là, je vais vous lire Régine Pernoud, parce que voilà, elle écrit tellement bien que des fois, je ne peux pas passer par-dessus. Il faut que je vous la cite. Voilà. Depuis la Renaissance jusqu'à la deuxième moitié du XIXe, dans l'ensemble classique et romantique, se sont soumis volontairement à une discipline inspirée soit par des Grecs, soit par des Latins, soit de l'étranger. Pour trouver un véritable épanouissement de l'esprit français, une littérature pure et dépouillée de tout emprunt, en dehors de notre XXe siècle, il faut recourir au Moyen-Âge. S'obstiner à ne rien voir au-delà de la Renaissance, c'est se mutiler de la plus authentique manifestation du génie de notre race. C'est au surplus ignorer une époque pendant laquelle, précisément, la civilisation des lettres françaises furent imitées dans toute l'Europe. Donc, ça, c'est ce que dit Régine Pernoud. Donc, voilà, parce que aujourd'hui, on a évacué le roman de Renard, les chansons de gestes telles que Roland de Roncevaux, Tristan et Iseux, le roman de la Rose, les romans qui sont pillés abondamment, il y a quand même Arthur et ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est médiéval, les poèmes de Rudebeuf et de François Villon. En fait, la poésie chantée des troubadours et des trouvères, elle était très complexe et très riche d'un point de vue de la forme. Je n'ai pas le temps de m'étendre ici, mais ils avaient des formes fixes qu'on appelait virelais, rondeaux, ballades. C'est très très riche et c'est des formes poétiques qui sont très complexes, très longues, avec des répétitions de sonorités à l'intérieur, des refrains, des jeux de mots qui sont liés à l'homophonie. Rabelais, la langue de Rabelais, c'est vraiment c'est la culture médiévale. C'est la fin, mais c'est-à-dire que c'est cette manière de parler, cette truculence, tous ces jeux de mots, c'est vraiment l'esprit du Moyen-Âge. Et à côté de cette diversité et de cette complexité, le sonnet, hein, la forme poétique reine de la Renaissance, Ronsard, par exemple, donc, qui est vraiment la forme qui est vénérée au XVIe et au XVIIe siècle, elle est vénérée pour sa simplicité, son élégance et son style épuré. Techniquement, c'est un appauvrissement. Sur le plan technique, je veux dire, j'adore les sonnets, c'est très très beau, mais l'homme de la Renaissance, l'humaniste, il adore les styles épurés, mais techniquement, c'est un appauvrissement. Mettons qu'on n'aime pas les cathédrales gothiques, d'un point de vue du goût, je veux dire, techniquement, c'est quand même plus difficile à faire qu'un temple romain tout carré, hein. Des voûtes à ogives, avec les arcs brisés, c'est beaucoup plus complexe techniquement. Donc après, bon, eux, ils sont arrivés avec le goût en disant que c'était moche. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, mais quand on regarde d'un strict point de vue technique, cette volonté d'épuration du style, c'est un appauvrissement. Donc, cette idée de pureté originelle et de dévoiement culturel,
Ça peut être un débat, on pourrait en discuter d'un point de vue littéraire, d'un point de vue culturel. Ce qui s'est passé, c'est que cette manière de penser a été récupérée par des gens qui se sont dit on va revenir à la pureté originelle de l'Ancien Testament et on va se débarrasser de tout ça. Et en fait, c'est la réforme protestante. C'est-à-dire que cette contestation culturelle devient une contestation religieuse et c'est la réforme protestante qui fantasme une lumière de l'évangile qui a été obscurcie. De la même manière que l'humaniste, il va dire on avait un latin de Cicéron qui était magnifique et puis au fil du temps il s'est perdu. La réforme, les protestants arrivent derrière et ils disent on avait une lumière de l'évangile qui était magnifique et puis la papauté a dit n'importe quoi et on a perdu le sens. Et donc rappelez-vous la définition du dictionnaire hégémonie de l'Église. Donc il y a on peut sentir une petite patte protestante derrière les protestants ont participé à cette dénonciation de la papauté. Et je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est l'imprimerie. L'imprimerie, c'est donc la fin du Moyen-Âge, 1400, au milieu du XVe siècle, dans les années 1450, et donc qui vont prendre de l'importance. Toutes les imprimeries privées, en dehors de les presses royale et de ce qui se faisait à Rome, tombe dans les 30 ans qui suivent sous la main des protestants. Je vous mets au défi de trouver une presse privée en Allemagne, en Suisse, de toute façon c'est là où sont les protestants et c'est là où sont les presses, qui ne sont pas protestantes. Donc ils ont le pouvoir de la presse, celle qui imprime, et ils vont imprimer des pamphlets anticatholiques, des livres qui ont été interdits, et vraiment, ils prennent le contrôle de l'information, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'écrits anti-église de cette époque, et on dit... Moi, j'avais un professeur qui me disait, regardez, on voit vraiment que le peuple, les gens, ils sont contre l'église. Non, c'est les protestants, et il y a c'est déformé puisque c'est eux qui tiennent les presses. Donc tout ce qui nous est resté d'imprimer, c'était eux. Et je pense qu'une des plus... un des mensonges les pires, c'est ce qui concerne le marteau des sorcières, le Malleus Maleficorum, donc, qui a été écrit par 2 dominicains sur ordre du pape et qui explique comment est-ce qu'il faut torturer les sorcières, qui est tout un passage sur le fait que de toute façon les femmes portent le péché par rapport à Ève. Enfin, c'est vraiment un livre assez terrible, abominable, vraiment, qui a servi aux juges laïcs de la chasse aux sorcières ils s'en sont servis. Et on dit, il a été demandé par le pape, des dominicains l'ont écrit, c'est bien la preuve que l'Église est impliquée là-dedans. Quand le pape a lu ça, il a failli tomber dans les pommes. Il a frappé le livre d'interdiction qu'on le publie. Et qui c'est qui a continué année après année à le publier? Ce sont les protestants. C'est-à-dire que le pape interdit et les protestants impriment. Et aujourd'hui, on dit, vous voyez, c'est bien la preuve que le pape était d'accord. Alors qu'on a les bulles pontificales qui ont été réitérées. C'est-à-dire qu'en plus, les papes successifs ont redit qu'ils ne voulaient pas que ce soit imprimé, et de toute façon, la haute société protestante continue à imprimer. Et c'est vraiment... Et d'ailleurs, le fameux Keller, dont je vous ai parlé au début, qui a créé le terme de Moyen-Âge Cellarius, c'était bien sûr un luthérien convaincu, acharné, fanatique. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que l'idée du Moyen-Âge, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, se fixe d'un seul bloc. Parce qu'on est bien d'accord qu'entre l'époque de Clovis, des Mérovingiens, puis l'époque de Charlemagne et l'avènement du Capet en 987, les premières cathédrales et la fin du Moyen-Âge, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Mais eux, ils n'ont qu'une seule chose, c'est l'hégémonie de l'Église et le règne sans partage du pape, donc de la chute de Rome jusqu'à ce que nous, on arrive pour sauver le monde. C'est un bloc insécable et ça va être le Moyen-Âge. Donc ensuite arrive, parce que les ténèbres du Moyen-Âge s'éclaircissent grâce aux humanistes et à la Réforme, et donc arrive la raison, parce qu'avant les gens ne raisonnaient pas, et c'est donc les rationalistes, les Lumières, qui arrivent sur l'Europe. Donc, pour Voltaire, l'histoire contient principalement des crimes, de la folie et de la misère, et il est nécessaire de connaître l'histoire, sous-entendue du Moyen-Âge, à seule fin de la mépriser. Donc ça, c'est dans ses essais. Il faut qu'ils justifient le changement qu'ils exigent, d'accord ? Pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait obscurité.
sinon ça n'a pas de sens. Donc, comme ils veulent des changements sociaux et économiques, il faut qu'ils les justifient. Donc, ils sont toujours en train de parler des abus, des anciennes manières de faire, des archaïsmes, parce que bon, pour justifier ce changement qu'ils veulent. Et donc, il faut savoir que Voltaire a promu Newton énormément. Donc, il a beaucoup écrit sur Newton, il en parle dans ses lettres anglaises. Et il oppose la nouvelle science face à l'esprit stupide, fanatique et superstitieux. Donc, superstitieux, depuis les protestants jusqu'aux Lumières, ça veut dire catholique. Cherchez pas, superstitieux catholique. C'est la définition de l'époque. Donc, ils veulent opposer la nouvelle science qui est en train de naître, quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, les grands savants, Galilée, Newton, Copernic, ont dit la vérité contre l'Église qui les a pourchassés, qui a essayé de les faire taire. Donc, Madame du Châtelet, qui a été sa maîtresse, traduit des Principia, parce qu'elle avait la capacité de traduire de l'anglais, et c'est toujours sa traduction qui est encore utilisée aujourd'hui, et en plus elle avait la capacité de comprendre les équations de Newton, ce que ne possédait pas du tout Voltaire, qui n'avait pas un esprit scientifique, alors que Madame du Châtelet, oui. Et il y a une anecdote très intéressante dans Newton, il y a une erreur sur un objet qui va heurter à un autre objet. Il explique que la masse est multipliée par la vitesse. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais c'est de ça dont il parle. Et pour Leibniz, qui lui a une théorie de force vive, la masse, elle doit être multipliée au carré. Donc, aujourd'hui, quand on va vous parler de ça, on va vous dire c'était une erreur de Newton, et puis on va vous dire, on va faire exprès de le rendre très compliqué, parce que dès qu'on commence à faire des équations, les gens sont oula mon Dieu. Et en fait, l'expérience d'un Hollandais qui fait tomber du plomb dans de l'argile, il montre bien que quand on double la vitesse, on ne multiplie pas par 2, on élève au carré. Il le prouve par une expérience technique. Et Madame du Châtelet est très intéressée. Elle dit, on va le mettre dans la traduction des Principia, on va écrire que là, il a fait une erreur et on va rectifier. Donc un esprit scientifique. Voltaire s'y oppose. Elle le fait quand même, et elle s'y oppose parce que l'important, c'est de promouvoir Newton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a l'idée de la force vive. C'est-à-dire que où un objet est complètement inanimé et il n'existe pas par lui-même, et donc il n'y a que sa propre force qui est multipliée, ou alors il y a à l'intérieur des objets une force, et donc en fait, tout le débat derrière, c'est Dieu. On va vous présenter, c'est Dieu, c'est l'objet est-il animé ou inanimé ? La matière est-elle un espèce de corps mort comme ça qui est soumis à des forces, ou est-ce que la matière, Leibniz appelait ça la force vive ? Et Candide, qui critique la philosophie de Leibniz, jamais un professeur de français qui l'ignore va vous expliquer qu'il y a tout cet enjeu-là derrière. Et Micromégas, c'est contre Maupertuis, qui est un autre scientifique, un autre physicien. Donc en fait, on voit bien que ça, c'est un exemple par rapport à l'idée de la science. On vous présente toujours le scientifique, Galilée, il travaille, il est là, il est honnête, il travaille dans son coin, il regarde ses planètes, il fait des découvertes, et l'Église le méprise. Alors, je vous conseille de lire un excellent livre sur la vérité sur l'affaire Galilée, et dedans, il y a la correspondance. Galilée se levait le matin, il ouvrait l'Ancien Testament notamment, et il essayait de trouver ce qu'il y avait de faux pour pouvoir ensuite écrire à tous les évêques et écrire à l'Église. C'est-à-dire que l'Église n'a pas persécuté Galilée. Galilée a cherché la confrontation, et son but, c'était pas de prouver qu'il y avait 4 satellites autour de Jupiter ou ce genre de choses. Le but, c'était de prouver que l'Église avait tort et que dans la Bible, il y avait des choses qui étaient fausses. Et il faut lire le réquisitoire du procureur dans l'affaire Galilée, qui est extrêmement impressionnant. Au moment où il dit, écoutez, la dernière fois qu'on a décidé de transformer le texte de la Bible, c'était Luther et Calvin, on a eu 100 ans de guerre civile. Alors maintenant, c'est bon, on n'y touche plus. Et ce qui me semble quand même être beaucoup plus raisonné que la raison des scientifiques et des Lumières. Donc je vais encore vous lire, parce qu'on ne s'en lasse pas, un petit extrait de Régine Pernoud. J'ai essayé de le condenser, et puis c'est tellement beau que voilà, ça se lit dans le texte. Donc,
Un Roger Bacon, en plein XIIIe siècle, connaissait la poudre à canon, l'usage des lentilles convexes et concaves. Albert le Grand avait fait des recherches sur l'acoustique et les tuyaux sonores, qui l'avaient conduit à construire un automate parlant 800 ans avant Edison. Il ne l'avait pas breveté et il n'avait pas essayé de le vendre. Arnaud de Villeneuve, qui enseignait à Montpellier, a découvert l'alcool, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide azotique. Raymond Lull a pressenti la chimie organique et la fonction des sels minéraux, des êtres organisés. Par l'intermédiaire des Arabes, le Moyen-Âge a bénéficié de la science des Perses, des Grecs, des Juifs, les connaissances astronomiques des Syro-Chaldéens et la médecine hébraïque. Oxford, où enseignait Robert Grossetête, le maître de Roger Bacon, était pour les étudiants en mathématiques ce qu'était Montpellier pour les étudiants en Espagne, et de grands personnages comme le roi d'Espagne, Alphonse X, l'empereur Frédéric II ou Roger, le roi normand de Sicile, entretenaient, à l'exemple de Charlemagne, une cour de savants, de géographes, de physiciens, d'alchimistes, tout comme ils avaient leurs philosophes et leurs poètes. Donc, la poudre à canon est connue depuis le Moyen-Âge, et elle fait tellement peur à ceux qui l'ont découvert, enfin, parce qu'ils ont apporté la formule depuis, c'est passé par les Arabes, ça vient des Chinois, qu'ils ont décidé de ne jamais l'utiliser. Donc en fait, l'époque moderne n'a pas inventé la poudre à canon ou les armes à feu, elle a décidé de les utiliser, ce qui en dit quand même, c'est assez intéressant sur le type de société dans lequel on est. Et alors, il y a Christophe Colomb aussi, c'est très marrant. Quand Christophe Colomb, il va voir le roi du Portugal et il lui dit, voilà, on va passer tout droit. Parce qu'on pouvait passer on connaissait déjà le Canada en passant par l'Irlande, le Groenland, la route était connue depuis les Vikings. Lui dit, on va passer tout droit, on va atteindre les Indes. Et on nous présente toujours comme tout le monde s'y est opposé en disant qu'il était fou. Et lui, il est parti vers l'aventure et il a découvert l'Amérique parce qu'il était brave et vaillant. Alors, les géographes du Portugal lui ont dit « Monsieur, vos calculs sont complètement faux et vous n'allez jamais atteindre les Indes comme ça. » Parce que s'il n'y avait pas eu de continent au milieu, Christophe Colomb, il serait toujours dans le Pacifique. Vous voyez parce que lui, il avait dit qu'on pouvait y arriver il avait mis quelques semaines, alors que la circonférence de la Terre était connue, la rondité de la Terre était connue depuis voilà, ça remonte au moins aux Égyptiens. Donc les géographes étaient parfaitement au courant que la Terre était ronde et ils savaient qu'elle faisait à peu près 40 000 km de diamètre. Et donc ils ont juste dit à Christophe Colomb, vous ne pouvez pas aller aux Indes en passant par là. Vous n'avez pas assez de nourriture et vos calculs sont complètement faux. Il était persuadé qu'il pouvait. Il a eu de la chance de tomber sur les Antilles. Et quand il est revenu, il a dit « j'ai trouvé les Indes ». Et les géographes du roi du Portugal, ils ont dit « non monsieur, vous n'avez pas trouvé les Indes, c'est pas possible, en 5 semaines de navigation, vous n'avez pas trouvé les Indes ». Il dit « si ». Il a fait écrire qu'il avait trouvé les Indes, et c'est à cause de Christophe Colomb qu'on les a appelés les Indiens quand même. Alors que tout le monde à l'époque lui a dit « non, c'est pas possible, en 5 semaines, vous n'êtes pas tombé sur les Indes ». L'idée que la Terre était plate, vous savez comment est-ce que ce mensonge existe ? On a trouvé des planisphères. Donc c'est bien la preuve qu'il pensait que la Terre était plate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un enfant en 2015 qui a un planisphère, vous savez, sur son bureau, c'est bien la preuve qu'il pense que la Terre est rectangulaire. Bah oui, voilà. C'est ce qu'on a utilisé. Donc après cette idée de la science, on va retomber sur l'autre définition du Moyen-Âge, le féodalisme. Le libéralisme économique et la montée de la bourgeoisie, donc c'est le credo des Lumières qui trouve leur inspiration en Angleterre, qui a déjà fait une espèce d'une révolution libérale, et ça prépare donc la Révolution française. Les Lumières, l'encyclopédie, attaquent violemment les institutions politiques et leur organisation sociale. Je vous lis un passage de Condorcet, mais dans lequel il y a tout, ces 3 lignes. L'Europe, écartelée entre la tyrannie sacerdotale et le despotisme militaire, attendait dans le sang et les larmes le moment où de nouvelles lumières lui permettraient de renaître à la liberté, à l'humanité et à la vertu. Donc là, on a tout, le message, il est clair. La cible, le clergé, la noblesse, tyrannie sacerdotale, despotisme militaire. Le message, laisser la place à la bourgeoisie libérale. Et l'objectif, c'est de prendre le pouvoir et d'abolir la société féodale, c'est-à-dire la division des 3 ordres. Donc là, on sent bien la volonté d'un libéralisme économique et de cette nouvelle classe
écrasé entre le despotisme militaire et la tyrannie sacerdotale. Et donc, c'est évidemment le mouvement des physiocrates, qui est évidemment porté par les Lumières, avec la volonté de la libre circulation des biens et des marchandises, la libération du grain et le libéralisme économique. Et de là va naître ce qui est personnellement, j'ai vraiment très chaud au cœur, ma légende préférée sur le Moyen-Âge, c'est « les gens ont faim ». Vous avez entendu ça au Moyen-Âge, les gens, ils mouraient, enfin il y a eu des périodes de famine terribles, et les gens, ils avaient faim. Donc 90% des gens vivent à la campagne. Donc, vous avez les plus mauvais agriculteurs de toute l'histoire du monde. Parce que quand 90% de la population vit à la campagne, je ne sais pas comment on fait pour avoir faim. D'accord ? Donc, les paysans médiévaux, ils ont subi les mêmes malheurs du temps que ceux d'avant et que ceux d'après. Parce que, évidemment, durant l'Antiquité, on n'avait pas faim. Est-ce que le fait que les sénateurs faisaient cultiver leurs champs par des esclaves... Voilà, c'est la beauté de l'Antiquité romaine et de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire une partie comme ça au-dessus qui surnage sur un peuple d'esclaves, c'est intéressant. Donc, imaginez que les paysans, enfin qu'ils ont pu avoir faim tout le temps, c'est ridicule. Et alors comment ça passe ? Ça passe par la ruse de la sémantique. Donc vous allez trouver des textes, par exemple, de moines ou de gens de l'époque qui disent « Et là, ils n'avaient plus de pain et donc ils étaient obligés de manger des feuilles et des racines. » Donc, l'être humain ne peut pas manger de racines, des fois aussi les branches des arbres. Vous savez, comme si, en fait, on ne peut pas digérer la cellulose. N'essayez pas de manger de l'écorce d'arbre, vous allez vomir au mieux, être très malade au pire. Donc, les légumes du potager se divisent en deux. Les légumes feuilles, les épinards, les choux, et tout ce qui suit, et les légumes racines, les carottes, les panais, les navets. Donc, quand on vous dit qu'un paysan, il mange une soupe de feuilles et de racines, il est en train de manger une délicieuse soupe avec des épinards et des carottes, d'accord ? Donc, il ne mangeait pas les feuilles des arbres et les racines, d'accord ? Donc, pareil sur le mot disette. Régine Pernoud nous explique, par exemple, elle a trouvé à la fin du Moyen-Âge un commerçant qui écrit un autre et il dit... Il se rappelle d'une année de disette terrible où le pain manquait tellement que nous n'avions depuis mars jusqu'aux récoltes que du pain de seigle à manger. Le mot disette ne veut pas dire qu'on meurt de faim. Le mot disette dit cherté et manque. Et là, c'est manque de pain blanc. Mais je pense qu'aujourd'hui, manger que du pain de seigle depuis mars jusqu'à la récolte, c'est peut-être pas très marrant, mais c'est pas la définition de la disette que nous, on a. On a l'impression vraiment qu'il meurt de faim. Donc, les paysans médiévaux, comme à toutes les périodes, il y avait des années mauvaises, mais ils avaient inventé un truc incroyable, le grenier. Ils stockaient d'une année sur l'autre. Avant même les Lumières, ils y avaient pensé. Et en fait, c'est une arnaque, c'est parce que le problème des subsistances, c'est lié à la ville. Et alors, il y a plein de débats médiévaux pour savoir qu'est-ce qu'une ville. Entre une petite ville, une grosse ville, est-ce qu'elle a des remparts, est-ce qu'elle a des portes ? Pour moi, c'est Werner Sombart qui a donné la meilleure définition de la ville. Est ville, d'un point de vue économique, toute agglomération d'hommes qui dépendent pour leur subsistance des produits de l'agriculture extérieure. Une ville, c'est des gens qui ne cultivent pas. Donc, vous pouvez avoir un très gros village, à partir du moment où dans le village, il y a des gens qui ont des champs, c'est un village, c'est un gros village. Et donc, en fait, à partir de l'époque moderne, ravitailler Paris, Venise, Florence, pour éviter les émeutes urbaines parce qu'en fait, dans les villes, il y a le pouvoir politique, donc il y a les palais des rois, des doges. Ravitailler la ville, c'est le problème principal des autorités. Donc en fait, à partir de l'époque moderne, ils vont de plus en plus assurer ce ravitaillement et aller prendre dans les campagnes les subsistances pour les amener en ville. Donc, comme les grandes villes, qui sont la caractéristique effectivement de l'Antiquité et effectivement du monde moderne, n'existent quasiment pas au Moyen-Âge. Les villes ont des tailles raisonnables et juste autour d'une ville, il y a une campagne. Ils n'ont pas ce problème-là. Donc, ils ont des mauvaises années, ils ont des mauvaises récoltes, mais ils n'ont pas ce problème de la cherté qui est dû au fait que dès qu'il y a une disette, une année qui n'est pas terrible, toutes les subsistances sont amenées sur les marchés. Et le marché au Moyen-Âge, c'est pas le libéralisme économique et le marché, d'accord ? Vous rentrez sur un marché, à l'entrée, vous avez la hache et le billot,
pour dire que tout voleur, on se tient tranquille. Quand la cherté commence, il commence à y avoir des difficultés alimentaires, les enfants sont interdits sur les marchés. Parce qu'ils peuvent, vous savez, un enfant peut chaparder, il peut prendre, et comme les gens sont dans un tel état émotionnel qu'il ne faut pas, donc c'est ultra réglementé. Donc, les Lumières préparent le terrain, et arrive la Révolution française, l'avènement du libéralisme économique. Et moi, je vais vous parler particulièrement de la nuit du 4 août et donc de l'abolition des privilèges, parce que vous savez qu'on vivait dans un monde inique de privilèges et que grâce à la nuit du 4 août, on a aboli les privilèges. Donc, le 4 août 1789, le Club breton, futur club jacobin, entre 18h et 2h du matin, a proposé et a obtenu la suppression des privilèges, la suppression de la dîme, et il a mis fin au système féodal et il a voté la fin des corporations. Puis après, les lois ont été votées quelques jours plus tard, mais ça s'est passé en une nuit. Donc, le duc d'Aiguillon, deuxième fortune de France après le roi, propose l'abolition des droits seigneuriaux. Un hasard. Et surtout, lui, il veut qu'on puisse racheter ses droits. Mais le vicomte de Noailles propose d'abolir toutes les corvées, tous les droits seigneuriaux. Et alors, la nuit du 4 août a été extrêmement préparée à l'avance par ce fameux club breton, mais ils ont emmené le public avec eux dans une espèce de... Ça a été une effervescence, une espèce de folie. Les montaient à... On va abroger la dîme, et alors on va mettre le... Comment... Empêcher au seigneur l'exclusivité du droit de chasse. Alors du coup, l'autre il dit ah ouais, le droit de chasse, moi la dîme. Alors celui qui monte après dit on va abolir ci, on va abolir ça. Enfin, il y a une espèce d'effervescence, ça a duré jusqu'à 2h du matin. Évidemment, ça avait été très bien préparé, mais ils ont emmené toute l'assemblée dans une espèce d'effervescence, la liberté. Nous allons nous libérer de toutes ces lois. Alors, la France est débarrassée de toutes ses protections et de tous ses privilèges. Elle va pouvoir rentrer dans le monde libéral, capitaliste. Donc, le mot privilège, il vient du latin et il désigne loi particulière. Il était synonyme de liberté au Moyen-Âge, même à l'époque moderne. Le roi, quand il annexait une province, par exemple la Bretagne ou même la Bourgogne, promettait de respecter ses privilèges, c'est-à-dire ses libertés, c'est-à-dire ses lois particulières, les coutumes, les droits immémoriaux de ses habitants. C'est-à-dire que le mot privilège empêchait cette espèce de centralisme jacobin qui fait qu'aujourd'hui, en France, on parle tous la même langue et la langue c'est pas le plus important, mais que toutes les lois sont partout pareilles. Alors que là, il y avait l'idée que les Bretons avaient des droits particuliers, les Gascons avaient des droits particuliers. Je n'ai pas vérifié, mais la légende disait que les Gascons étaient tellement fiers qu'ils avaient reçu l'autorisation de ne pas enlever leur chapeau, même en présence du roi. D'où l'expression fier comme un Gascon. Et surtout, d'un point de vue économique, c'était la diversité, les coutumes et donc le respect. C'est-à-dire que le roi annexait un pays et disait vous allez garder vos coutumes locales, vos privilèges, vos façons de faire. On va pas changer. Donc, durant cette nuit du 4 août, il faut des arguments. Vous n'allez pas dire on va pas changer un système qui va bien. Il faut changer un système qui va mal. Sinon, ça ne sert à rien de faire ça ne sert à rien de faire les réformes qu'il s'impose, d'accord ? Le Gaine de Kérangal, donc comme son nom l'indique, un breton du club breton, raconte qu'au Moyen-Âge, les serfs devaient passer les nuits à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leurs voluptueux seigneurs. Donc ils se mettent à inventer des espèces de coutumes seigneuriales. Alors, Régine Pernoud se demande avec beaucoup de malice qu'est-ce qui fait plus de bruit ? Des grenouilles qui croassent ou une armée de cerfs en train de taper comme des malades avec des bâtons sur les étangs ? La question reste ouverte.